Bonjour et bienvenue pour ce podcast des Jardins de la Sérénité, podcast du mois de octobre. Nous sommes déjà en octobre, comme le temps passe vite. Et pour m'accompagner ce mois-ci, ou cette fois-ci, j'ai à côté de moi Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Très bien, et toi-même? Écoute, c'est la rentrée, hein, une étape. C'était la rentrée le mois dernier, tu veux dire? On est oui, en c'est vrai octobre. qu'on est en octobre. Bon, allez, pour être honnête, on vous dit, on est en train d'enregistrer en septembre. Voilà, donc je suis quand même dans les clous. Hein. Voilà, écoute, ça va bien, on est là, tout va bien, il fait beau, il fait chaud. C'est vrai, il fait encore chaud. Et nous avons aussi Carole. Bonjour Carole. Bonjour Jérôme, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Carole. Vous avez bien travaillé sur ce podcast? Oui, bien sûr. On essaye, on fait de notre mieux. C'est vrai? Ça n'a pas été trop dur? Non, c'est pour toi, on le fait vraiment. De bon cœur, Jérôme. Allez, le sommaire de l'émission. Comme d'habitude, comme tous les mois, nous aurons nos tops et nos flops. Ensuite, Carole, tu nous parleras de... Après une petite méditation. Ah, voilà, une petite méditation. Ça, c'est bien. Une méditation. Une méditation, oui, pourquoi petite? Oui, c'est vrai. Ensuite, moi, je vous testerai avec un vrai faux des gestes de consommation durable. Vous allez voir, Je vais aimer ça. on va apprendre plein de choses. Ensuite, on aura une interview de Marilyn Nicosia qui nous parlera d'hypnose spirituelle. Et ensuite, Valérie, tu nous parleras de... Du cristal de roche. C'est cher, ça? Non. Non. Bon. Je t'en offrirai alors. Peu cher mais efficace. Merci Jérôme. Ce sera tout pour ce mois-ci, donc c'est déjà pas mal. On a déjà un beau programme. Allez, on passe tout de suite au top et au flop. C'est parti. Alors, les tops et les flops, on commence par qui? Allez, au hasard. Troum Troum, ce sera toi qui commencera. On va dire Carole. Au pif. Les méchants. Hein. Alors, moi j'ai vécu un truc de ouf, un truc de dingue. Il y a quelques temps, je suis allée faire un soin à domicile chez une dame et sur sa table il y avait un bouquin qui parlait d'énergie. Donc forcément, énergie, il y a une petite lumière qui s'allume. Et voilà. Et donc, peut-être que vous connaissez, c'est le livre de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie. Elle présente 22 protocoles pour nous libérer émotionnellement. Et puis voilà, puis je me suis dit, tiens, à l'occasion, je me l'achèterai, parce que je pense qu'il peut être très très sympa. Je pense que l'occasion s'est présentée puisqu'il est sur la table. Voilà, exactement, mais il s'est présenté vraiment bizarrement, c'est ça qui est top. Donc, je sais pas, une semaine ou 2 semaines plus tard, mon mari descend dans le garage, et puis il remonte avec un livre. Il me dit, tiens, regarde, j'ai trouvé ce livre dans le garage, peut-être qu'il peut t'intéresser. Je n'en avais pas parlé du tout, que je l'avais vu. Effectivement, C'était celui-là? Je voulais me l'acheter, D'accord. c'était celui-là. Qu'est-ce qu'il faut C'est incroyable. C'est un truc de fou, la loi de l'attraction. C'est les anciens propriétaires qui l'avaient oublié? Je sais pas. Non. Il était à côté du local à poubelle, donc c'est quelqu'un qui voulait s'en débarrasser. Mais il est nickel, il est tout propre, il est comme si la personne n'avait jamais lu, quoi. Donc j'ai dit merci à ce donateur inconnu pour ce beau cadeau. Tu m'étonnes. Parce que en plus c'est vraiment un super bouquin. Ça marche si on désire 1 million d'euros ou pas? Faut le vouloir. Faut le vouloir. Demande, Jérôme. C'est la loi de l'attraction. Je vais demander. Voilà. Et je pense que quand on vibre quelque chose vraiment très très fort et qu'on ne peut pas passer le mental, parce que je l'avais oublié moi. Voilà, je m'étais dit, tiens, à l'occasion, je me l'achèterai. Et oui, mais tu l'avais oublié, justement. Voilà, et c'est ça. Ouais. C'est ça. Et C'est du coup, ça. il est arrivé. Donc, Magnifique. voilà. C'est trop beau. C'est voilà. Voilà. Et ton flop? Et mon flop, alors là, mon flop, ça a été une épreuve très, très difficile. Bon, vous avez entendu parler de l'incendie du Massif des Morts et tout ça. Et moi, de ma terrasse, je voyais les flammes. Et voilà, je libère. Et en fait, ça m'a mise très très en colère et j'ai eu mal, comme si je brûlais moi aussi avec l'incendie. Ça a été un truc vraiment très très violent. Très dur. Ouais, très très dur. Et j'étais en colère contre les fumeurs, évidemment, parce que je me suis dit, voilà, à cause d'un mégot, 7000 hectares sont partis en fumée.
Et puis j'ai fait le lien avec voilà, le vaccin un peu. Alors je me suis dit, l'homme est capable de sortir un vaccin pour sauver l'humanité, et en même temps, l'homme est capable de tuer ce qui nous fait vivre, quoi. Donc voilà, ça m'a vraiment, ça m'a peiné, ça. J'étais en colère, ça, vraiment, j'étais très très mal. Et en fait, j'ai essayé de réfléchir pourquoi ça m'avait fait autant mal. Et je pense que justement, ce bouquin m'a beaucoup aidée. À guérir ce Et en fait, mal-être. je pense que c'est une mémoire qui est... C'est possible. Qui est remontée. Ouais. Parce que dans le temps, les sorcières, elles étaient brûlées. Brûlées vives. Et je me suis dit, je pense que c'est ça. Parce que pour que ça soit vraiment à l'intérieur, dans mes tripes, et puis vraiment quelque chose de violent comme ça, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui vient chercher à l'intérieur, là. Donc voilà. Donc, c'est bien parce que ça va être en lien avec l'interview que je vais faire de Marilyn qui parle d'hypnose spirituelle. Et en fait, c'est de la régression. Pour aller visiter ses vies antérieures. Enfin, elle vous expliquera ça mieux que moi tout à l'heure. Valérie, moi c'est Valérie. Non, j'étais en train de me demander si j'allais passer avant toi ou pas, mais je laisse. Mais passe, je laisse la galanterie. Tu le mérites. Tu es trop bon. Tu es trop bon. Mérites. Donc, mon top. D'abord, première question. Est-ce que vous connaissez les amis Arnaud Rioux? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, Carole, Oui. donc, tu connais cet amour Oui, d'Arnaud j'adore. Rioux. Alors, je l'ai connu, moi, pendant le premier confinement, quand je m'ennuyais fortement. Et en fait, il fait des capsules sur YouTube. C'est un homme charmant qui a une voix pas comme la mienne, qui a une voix suave, un peu comme la tienne, Jérôme. Et c'est un enseignant spirituel, il est auteur conférencier et il a fondé la Voie de l'Acte. Il a passé plus de 15 ans de sa vie auprès des maîtres tibétains, de chamans et de médecins amérindiens. Il a été lui-même reconnu chaman. Donc aujourd'hui, il a créé l'Académie de l'Acte au Moulin de Beaupré, c'est beau, aux portes de la Bourgogne. C'est où? C'est pas la entre Bourgogne, je sais où Auxerre et Troyes. Alors, entre quoi? Auxerre et Troyes. Alors on dit pas Auxerre, on dit Auxerre. Ah non, Ah si. Si. pas chez moi. Bah oui, mais pourtant oui. Auxerre, Auxerre, on dit. voilà, Auxerre et Troyes. Les deux qui font 4. Je viens d'Auxerre, donc je le sais. Ah, c'est vrai, Ouais. c'est vrai que tu es Ouais. un gars du Nord. Ouais. Il en reste. Alors pour ceux qui sont pas du Sud, sachez que dans le Sud, dès que vous êtes au-dessus, vous habitez au-dessus de Lyon, c'est le Nord. Oui, c'est le pôle Nord. C'est vrai. Donc ce charmant Arnaud Rioux, là il fait des ateliers, il fait plein de choses, il fait notamment des YouTube sur Facebook. Et là, il a sorti un livre qui me semble tout à fait intéressant, qui s'appelle La prophétie de l'aigle et du condor. Donc ça te parle, là je sens que Je suis captivé. tu es captivé, donc aux éditions Très Daniel, et la parution était le 9 septembre. Donc, que nous propose Arnaud Rioux? Ce livre, c'est la prophétie de l'aigle et du condor qui dit que le ciel est gouverné par l'aigle et par le condor. Alors, savez-vous, par exemple, à quoi correspond le condor Non. dans la spiritualité? Non. Alors, le condor, c'est l'oiseau de la sagesse, de la lune, de l'introspection. C'est un oiseau qui aide à chercher les réponses en nous. D'accord. Et l'aigle... Alors, si je peux Oui, me permettre, vas-y. la lune c'est normal parce que c'est la nuit, et la nuit c'est la condor. Alors là, écoute, là, tu peux mettre... Non, c'était bon, c'était bon. Et ensuite, donc, l'aigle, par contre, c'est l'oiseau des grandes découvertes de la science, de la technologie. Alors, on dit que dans cette prophétie, on dit que le ciel est gouverné en alternance tous les 500 ans, soit par l'aigle, soit par le condor. Là, la dernière fois que l'aigle s'est présenté, c'était il y a 500 ans, à l'époque de Colomb et de Magellan.
qui traversèrent les mers pour découvrir d'autres horizons. Je ne vais pas te l'apprendre, tu es assez érudit pour le savoir. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin de l'ère de l'aigle et au début de l'ère du condor. C'est bien parce que les gens ne savent pas à qui elle parle. Donc, ça peut être soit moi, soit Carole. Les gens savent très bien que c'est toi. On ne peut pas duper même s'ils ne voient pas. Donc, alors, il est dit dans cette prophétie que la période de transition de l'aigle et du condor est une période où les deux oiseaux se partagent le ciel pendant un temps intermédiaire pour nous permettre de nous inspirer aussi bien de la sagesse de l'aigle que de celle du condor. Donc, je pense que ce livre, il m'appelle, moi. Je le trouve intéressant. Le descriptif, il m'a parlé. Donc voilà, c'était mon top. D'accord. Tu ne l'as pas lu encore? Je vais l'acheter déjà. Va voir dans ton garage, on ne sait jamais. Ouais. Ah oui, tiens, j'ai pas de garage. Va dans le local poubelle, va voir à Je côté. vais aller voir les boueurs demain. Demain matin. Alors ton flop? Alors mon flop, je ne sais pas si j'ose. Vas-y. Alors mon flop, c'est la vente aux enchères d'une part de gâteau du mariage de Charles et Diana. Donc voilà, alors ça c'est quand même fabuleux. 40 ans après le mariage princier, Ils ont retrouvé du gâteau. mais c'est pas qu'ils ont retrouvé. La part, elle avait été gardée par une employée de la reine-mère, c'est-à-dire en 1900, ils sont mariés le 19 juillet 81, les deux. Hein? Donc après la fiesta, où il y avait une trentaine de gâteaux quand même, si je peux me permettre, Madame Moya Smith, qui est l'employée de la reine-mère, a pris un petit bout à la fourbasse. Elle a raté le petit bout de gâteau, elle a pris ce royal dessert, elle l'a conservé dans du papier film. Et elle a rangé la portion. Non, elle a rangé la portion dans une boîte en fer. Et mis au fond du puits. Il va être dégueulasse. Alors, oui, bien sûr, mais bon. Alors, du coup, le gâteau, il a pu être conservé. Il avait déjà été mis aux enchères. Après, je crois que la dame était décédée. On a remis la première portion à varier. Un bout du gâteau. Voilà, aux enchères. Et là, un collectionneur a été acheté. Écoutez bien, vous êtes assis. La part de gâteau moisi, 2220 livres, soit 2620 €. Pour un morceau de pâte d'amande surmonté d'un glaçage blanc, néanmoins orné des armoiries royales. Et là où ça devient marrant, où figure un lion et un cheval. Un beau cheval. Donc voilà, bon, il a gagné ça, bon, il a acheté ça. Et en prime, il y avait les programmes quand même des cérémonies, un plan de table. Ah, important. C'est quand même magnifique. Donc la pièce sucrée et fissurée, vestige de l'union désastreuse de Charles et Diana, a fait quand même un heureux. Moi, c'est un flop, parce que j'irai jamais acheter ça, quoi. Même pas à la gourmande. En rêve. Même pas en rêve. Et bien sûr, il est fortement déconseillé d'avoir un péché de gourmandise et de croquer à pleines dents dans ce gâteau sous peine d'une intoxication alimentaire, dans le meilleur des cas. Sinon, c'est la mort assurée. Alors, c'est vrai, c'est mon flop. Je comprends. Alors, moi, mon top. Si je vous parle d'un livre qui est paru en France en 1988, vendu à plus de 100 000 exemplaires à travers le monde. Il a été traduit dans plus de 56 langues. Il a été écrit par un écrivain brésilien. Ce livre raconte l'histoire d'un berger andalou nommé Santiago. Sous l'emprise d'un rêve récurrent, il part à la recherche d'un trésor qui devrait changer sa vie et le mènera jusqu'aux pyramides d'Égypte. Coelho. Je suis... Pas Coelho. Le titre du bouquin. Attends. L'alchimiste. Ouais, je suis l'alchimiste de Bernard. Pas Bernard. Je suis l'alchimiste de Paolo Coelho. Bravo, Carole. Et si je vous parle de ce livre, c'est qu'après différents projets non aboutis, il y a l'adaptation au cinéma qui pointe le bout de son nez.
La bonne nouvelle, c'est que le film il est produit par Will Smith, qui était déjà merveilleux dans La recherche du bonheur, super. ou encore dans Beauté cachée. Si vous n'avez pas vu Beauté cachée, il faut absolument le voir, c'est une merveille. Moi j'avais adoré le bouquin, je l'ai lu, alors pas quand il est sorti en 88 parce que j'étais trop jeune. Mon petit. J'étais un enfant. mais je l'ai lu un peu plus tard et j'avais trouvé ça fabuleux, et le retournement à la fin, je l'avais trouvé, bon on ne dévoile pas parce que voilà, mais je l'avais trouvé magnifique. Donc je suis bien content qu'il l'adapte au cinéma, ça faisait un moment qu'ils en parlaient, ça y est, donc je suis content. Donc ça c'est mon top. La petite déception que j'ai, parce que c'est un top en demi-teinte, c'est que Paulo Coelho, il a déclaré récemment qu'il ne s'investirait pas dans l'adaptation et qu'il préférerait regarder le résultat final. Bon, en même temps, il ne se moque pas trop, comme ça il dira, si c'est bien, il dira que c'est grâce à lui, et si c'est pas bien, il pourra dire que... C'est parce qu'il n'était pas là. C'est parce qu'il était là. Non, c'est surtout parce qu'a priori, il préfère se concentrer sur... il a plein d'associations et d'organisations qu'il chapeaute pour le bien du Brésil, pour l'éducation, pour des trucs comme ça. Donc il préfère s'investir dans ce genre de choses. Le tournage devrait commencer au Maroc dans les prochains jours et le film devrait sortir en 2022. Et moi j'ai hâte. On ira ensemble les amis. Ouais, je veux bien. Voilà. Et puis Will Smith, il a une belle sensibilité en plus. Oui. Donc ça peut être très ça très peut joli. être assez sympa. Alors lui, il ne va pas jouer dedans, mais en tant que producteur, je pense qu'il pourra donner sa patte. Et, sur YouTube, il y a une petite vidéo où il présente le projet. Will Smith présente le projet avec des images qui ont été tournées, caméra, drone, machin et tout ça. Et si les images qui sont dans cette bande-annonce, ce teaser, sont à l'image de ce que pourrait être le film, ça va être très très beau. Parce qu'il y a des paysages qui sont fabuleux. Voilà, ça c'était mon top. Et mon flop, c'est beaucoup moins drôle que Valérie. Normal. Je voulais cet été, j'ai vu une vidéo, une de plus, qui parlait de la souffrance dans les abattoirs. Donc c'était dans un abattoir de porc, je crois. Donc j'ai décidé de vous parler de la maltraitance en élevage intensif. Alors je suis ni végétarien, ni vegan. J'aime bien la viande et j'en mange. Mais on ne peut pas, à moins de ne pas avoir de cœur, on ne peut pas rester insensible à ce genre de vidéo. En regardant un peu sur le net, je suis tombé sur quelques chiffres. Est-ce que vous saviez que 83% des 826 millions de poulets de chair qui sont élevés n'ont pas accès à l'extérieur? Quelle horreur. Que 97% des 52 millions de dindes sont élevées enfermées sans accès à l'extérieur. Que 36% des 48 millions de poules pondeuses sont élevées en batterie. C'est l'horreur. Que 99% des 30 millions de lapins qui sont élevés en batterie aussi, mais en cage. Donc ils sont dans des clapiers et ils sont 12 dans la cage. 95% des 25 millions de cochons sont élevés sur caillebotis en bâtiment. 60% des 1 million de caprins sont élevés sans accès au pâturage. C'est quand même la base pour des caprins, pour des chèvres, des brebis. Donc eux, ils ne voient jamais une vraie un brin d'herbe. Et 20% des cochons qui sont en élevage intensif, 20% meurent avant le jour de l'abattage. Dans quel état? Quelle horreur. Les victimes directes de cette gargantuesque consommation de produits d'origine animale sont les animaux mangés, bien sûr. Il est impossible de produire de telles quantités de viande sans entasser les animaux, les doter de corps difformes à force de sélection génétique, les adapter de force par des mutilations à des conditions de vie qui limitent drastiquement leur comportement. Merci. Les animaux sont sélectionnés pour leur productivité, on peut les mutiler, les castrer à vif, faire des ablations de la queue, du bec, on sépare les mères des petits, c'est vraiment une horreur, c'est une catastrophe.
J'ai certains amis qui sont végétariens, qui sont véganes, et c'est pour ces raisons-là que c'est une des raisons pour lesquelles ils sont devenus véganes ou végétariens. Moi, je ne suis pas encore à ce point-là. Je me dis simplement qu'on pourrait faire attention à simplement ce qu'on mange. Déjà, si on prend des poulets ou de la viande bio, ou avec le label rouge, il y a quand même des cahiers des charges qui sont maintenus pour qu'il y ait un élevage plus ou moins respectable. Et puis, il y a un autre truc qu'on peut faire, c'est peut-être manger moins de viande. Tout simplement. Est-ce qu'on est obligé d'avoir de la viande à chaque repas? On peut réduire la consommation, ce qu'on a fait nous à la maison. Exactement. Oui, nous aussi. Voilà, si on limite tous notre consommation en produits animaux, ça permettra à l'élevage intensif de diminuer. Alors peut-être pas de s'arrêter complètement, mais au moins de diminuer. Et il y a une autre chose, c'est que maintenant, un peu partout, il y a des filières directes pour acheter directement chez les éleveurs. Ça se fait de plus en plus. Un vrai éleveur, pas quelqu'un qui élève intensivement, lui, il respecte la bête. Voilà. Mangez peu et mangez mieux. Mangez peu et mangez mieux. Voilà, c'était mon flop. Émouvant ton flop. On passe à la suite. Alors, ce mois-ci, Carole, tu vas nous proposer une petite méditation. Oui, donc c'est une méditation qui est un soin d'auto-guérison en même temps. Donc c'est la 3e fois que je la fais, cette méditation. Et les 2 premières fois, il s'est passé des choses incroyables. Voilà. Après, je le faisais en direct. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire du bien, que ça va vous détendre. Et puis vous pourrez laisser votre avis sur les jardins de la sérénité. Voilà. N'hésitez pas à le faire chez vous. Nous, on va le faire en direct, mais vous, n'hésitez pas. Écoutez bien. Oui. Voilà. Nous nous installons confortablement. Nous fermons les yeux. Merci à l'énergie de guérison de nous accompagner pendant ce moment de détente et que nous soyons entièrement protégés et réceptifs. Cette énergie bienfaisante se pose d'abord avec une infinie douceur sur nos pieds. Une douce chaleur envahit nos pieds. L'énergie circule maintenant dans nos genoux, dans nos jambes. C'est léger, doux, agréable, comme un courant d'amour qui coule dans nos jambes, nos genoux, nos pieds. L'énergie de guérison poursuit son chemin et arrive maintenant de chaque côté de nos hanches. Un apaisement profond s'installe dans nos hanches et nous sentons l'énergie circuler dans nos cuisses. À présent, l'énergie de guérison s'installe délicatement dans notre ventre. Un sentiment de bien-être profond nous envahit. Tout notre corps se relâche plus profondément. Nous lâchons totalement prise. Nous nous abandonnons à ce sentiment de douceur qui apaise notre ventre
et tout le bas de notre dos. Tout le bas de notre dos est complètement détendu et cette énergie de guérison coule jusque dans nos os, jusque dans notre moelle osseuse. L'énergie se répand maintenant dans notre plexus solaire, dans notre estomac. C'est délicat, c'est doux, chaud. Et nous sentons la puissance de cette énergie couler le long de notre corps. Les vibrations de lumière remplissent notre plexus, notre estomac, puis coulent jusque dans notre dos, notre colonne vertébrale. Un immense bien-être s'installe en nous. L'énergie continue de circuler. Elle atteint maintenant notre poitrine avec une infinie tendresse. La vibration d'amour inconditionnel se répand dans notre cœur. Nous la sentons au plus profond de notre âme. C'est comme si notre cœur s'ouvrait de bonheur, comme une fleur s'ouvre à la lumière du soleil. Toutes les cellules de notre cœur, de nos poumons, de notre dos, se remplissent de ces vibrations d'amour qui apaisent tout. L'énergie se pose sur nos épaules et coule dans nos bras, jusque dans nos mains. Elle circule maintenant délicatement sur notre nuque, sur notre gorge. Notre nuque et notre gorge sont enveloppées de cette énergie de guérison qui apaise. Notre gorge se dénoue. L'énergie de guérison circule maintenant sur notre visage. C'est comme un bain de douceur, de bien-être. Notre visage absorbe toutes ces merveilleuses vibrations d'amour. C'est comme une caresse. Nous sentons nos yeux se détendre profondément. Et l'énergie coule dans notre tête, dans toutes les cellules de notre cerveau qui se ressourcent, se remplissent de lumière bienfaisante. Tout notre corps baigne à présent dans la lumière. L'énergie régénératrice va maintenant lisser nos auras. Notre corps énergétique se recharge complètement. Elle se répand dans notre corps émotionnel qui s'apaise entièrement. La douceur nous envahit et c'est maintenant notre corps mental qui reçoit la lumière de guérison. Et ce sont toutes ces pensées négatives qui se dissolvent dans cette lumière. Enfin, l'énergie d'amour inconditionnel se répand dans notre corps spirituel qui s'apaise, s'élève et se connecte à tout ce qui le dépasse. Nous nous sentons parfaitement bien, vivants. Toutes nos cellules vibrent sur la fréquence vibratoire de l'amour, de la lumière, et notre taux vibratoire s'élève au fur et à mesure que cette lumière se répand en nous.
Nous sommes rechargés. Nous sommes calmes, en paix avec nous-mêmes, en paix avec le monde, en paix avec la vie. Prenons quelques instants pour être là, ici et maintenant, dans cette énergie bienveillante. Et nous pouvons remercier tous ceux qui nous sont accompagnés lors de cette méditation. Quand ce sera le bon moment, faites 3 grandes respirations. Bougez les mains, les pieds, la tête. Et tranquillement, nous pouvons ouvrir les yeux. Bien, merci Carole. Ah là là, Avec plaisir. quel bonheur. Et à quel moment on peut faire on peut réécouter cette méditation? On peut la faire le matin ou le soir après la journée. D'accord. Voilà, Mais il n'y a pas, tranquillement. dans quelle situation quand on est stressé? Oh quand bah on est, si, quand Ouais, on est c'est stressé, quand on est inquiet, quand on a envie de mettre sur pause. C'est quand on le c'est- ressent surtout. Ah oui, puis Carole. Et on peut dire la petite anecdote qui m'est arrivée. Mais vas-y, je t'en Ah ouais, prie, parce dis-la. que quand j'étais en stage, donc je recommande vivement le stage Reiki de Carole, je suis arrivée Carole, où vous retrouverez toutes ces données dans les liens de la story. Il n'y a pas de problème, vous pourrez la contacter sur Facebook. Merci. Tout à fait. Et donc j'étais arrivée au stage avec une sorte de début de sciatique, hein, c'était ça. Donc ça allait pas super bien. Et en fait, on a fait la méditation. Et Celle-ci celle-ci. Mm. Et en me levant, mais je te jure, c'est vrai, Jérôme, je n'avais plus mal à la jambe. Mais c'est dingue. Mais c'est mais dingue. même moi, j'ai dit non. Et là, Carole, Oui. c'est la vérité. Donc voilà. Et je l'ai faite aussi une fois en direct. Et les gens m'ont dit, mais tu t'es déplacée, t'es venu toucher notre tête, nos Oui, épaules. oui, moi, je te sens aussi. et j'ai dit non, je suis restée sur ma chaise et j'ai pas bougé, quoi. Mm. Mais bon, c'est vrai qu'on est très Oui, accompagnés. quelque chose. Il y a beaucoup de monde. Mm. Merci. Merci à toi, Carole. Ouais. Merci, Carole. Avec plaisir. Alors, c'est à mon tour, les amis, et ce mois-ci, on va parler des idées reçues sur la consommation responsable. Je vais vous faire un petit quiz. Alors, regardez pas mes feuilles, si vous Non, mais on commencez va pas à tricher. On Hein. va pas d'aussi loin quand même. Alors, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir acheter ou à vouloir utiliser des produits écologiques, à vouloir réduire nos déchets, mais il est intéressant de faire le point sur certaines idées reçues. Première idée reçue. Les produits écologiques sont toujours plus chers, vrai ou faux? Faux. Souvent, c'est vrai quand même. Oui, mais on en met moins, comme ils sont plus efficaces. Ouais. Alors, pour les produits alimentaires issus de l'agriculture biologique, les Ah oui. différences de prix dépendent des circuits de distribution, des magasins, ainsi que de la saison, surtout pour les fruits et légumes. Oui. Logique. C'est-à-dire que si tu achètes des fraises en décembre. des fraises en décembre, ça va te coûter plus cher forcément. Vraiment. Et les produits bio ne sont pas systématiquement plus chers. Il faut toujours comparer les prix au kilo. Bah oui, comme pour tout. Ouais, mais tout le monde ne le fait pas. Hein. Ouais, moi, oui. Et des fois, on a des sacrées surprises hein, en Ouais, regardant c'est vrai. les prix au kilo. Le truc, c'est que c'est vrai et c'est faux en même temps. Parce qu'il y a certains produits qui sont plus
respectueux de l'environnement, mais qui ne sont pas très demandés. Et comme on est dans un monde de marché où on marche à l'offre et à la demande, plus on en demande, plus le prix est bas. Ouais. Et comme les produits ne sont pas beaucoup demandés, ils sont chers. Voilà. C'est un exemple? Mais si demain, non, j'ai pas d'exemple précis, mais si demain on se met tous à acheter du bio ou acheter des choses écologiques, les prix vont baisser forcément. Déjà, tu peux voir quand même qu'il y a des produits bio qui sont largement moins chers que ce qu'ils étaient il y a 10 ou 15 ans. Oui. On commence, c'est plus abordable. Et ça va être de plus en plus vrai. Après, il y a maintenant des circuits groupés. On peut acheter à plusieurs. Oui, on peut acheter aussi avoir moins cher. à plusieurs. Et puis tu peux acheter aussi dans les fermes, directement à la ferme, où tu achètes des paniers. Oui. Où tu cueilles aussi. Où il y a des endroits où tu peux cueillir, exactement. Deuxième question. Moi, je ne gaspille pas. Vrai ou faux? Alors, faux. En fait, la question c'est, est-ce que le français moyen gaspille? Le français gaspille. Mais oui. Alors, dans le monde, un tiers des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillé. Voilà. Un tiers dans le monde. Nous jetons de plus en plus de nourriture et pourtant nous avons rarement l'impression de la gaspiller. C'est souvent un peu, parfois accidentellement, mais en fait ça revient chaque jour. Tous les jours tu jettes un truc. Au final en France, ça représente 30 kilos par personne et par an. C'est énorme. C'est énorme. C'est monstrueux. C'est l'équivalent d'un repas par semaine. Waouh. Et sur ces 30 kilos, il y a 7 kilos de produits qui ne sont même pas déballés. C'est-à-dire, c'est des trucs, tu fais tes courses, t'as oublié le jambon dans le frigo et la date est dépassée, tu le jettes. Ah ouais, non, tu vois, c'est même pas déballé, quoi. 7 kilos sur les 30 kilos. C'est énorme. Et en plus, ça coûte cher parce que ça coûte à peu près 100 € par personne et par an. Ouais, c'est énorme. Donc c'est pas mal, quand même. On pourrait économiser pas mal. Alors moi, pour éviter le gaspillage, si je peux me permettre, vas-y, on est là pour ça. J'ai arrêté de faire mes courses à la quinzaine. J'ai arrêté de faire mes courses. À la quinzaine. C'est-à-dire que maintenant, on fait on le fait au coup par coup. Ouais. D'accord. Nous aussi, alors tout le monde me disait non, fais pas les courses au coup par coup, tu vas te ruiner. Ben non, parce que justement, je ne gaspille plus. Bon, moi je viens pas d'une famille non plus où on gaspillait beaucoup. Il n'y avait pas de quoi gaspiller chez mes parents et chez mes grands-parents encore pire. Mais j'ai vu qu'en faisant les courses à la demande, je vidais mon frigo. J'étais jamais avec du surplus ou jamais avec des choses. Et puis on peut faire des gâteaux avec du pain. On peut faire des pizzas avec des vieilles tomates qui ne ressemblent plus à rien. On peut faire plein de choses avec des vieux légumes. C'est ça aussi, c'est les légumes. Je n'achète plus, j'achète pas plus de 3 pêches. Oui, ça sert à rien de prendre une dizaine de pêches. Non, ça sert plus à rien, déjà elle s'abîme. Et puis voilà, donc j'ai une autre façon et je pense que toi aussi. Nous aussi on fait ça, mais ça fait longtemps qu'on fait ça. Nous, on va faire les courses plus régulièrement. On la demande. Nous aussi on les fait pas, on les fait souvent occasionnellement. Enfin, au coup par coup, en fait. Et ça a un avantage, c'est que si tu as envie d'une pizza un jour ou si tu as envie de manger des pâtes, tu te dis, tu n'es pas obligé de finir ce que tu as dans le frigo. Voilà, c'est aussi un gros avantage. Et moi, le gros avantage que j'ai, c'est que c'est Polo qui fait les courses et Polo est rat. Donc, ça, c'est sûr qu'il va pas prendre plus que ce qui est marqué sur le papier. Ça, c'est un énorme avantage. Ouais. Et moi, c'est mon mari qui fait les courses et lui, il n'est pas rat du tout. Et par contre, il est généreux. Il est trop généreux. Moi, j'aurais tendance à faire les courses d'une manière généreuse aussi. Mais bon. Troisième idée reçue. Alors, celle-là, elle m'a un peu surprise. Il vaut mieux acheter un sapin de Noël artificiel plutôt qu'un sapin naturel. Vrai ou faux? Moi, je n'ai pas de sapin naturel, donc... Donc pour toi, il vaut mieux acheter un artificiel? Ouais. Moi aussi, je mets l'artificiel. Moi, j'achèterai pas de sapin qui sont coupés, voilà, et qui font plein d'aiguilles partout dans la maison. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Alors, chaque année, il y a 6 millions de sapins qui sont vendus.
à Noël, dont 5 millions sont des sapins végétaux. Naturels ou artificiels, il faut éviter les sapins colorés, couverts de neige artificielle, avec des dorures, c'est très à la mode, des trucs rouges, argentés, dorés, machin, qui polluent l'air de notre environnement quand même. Oui, tout à fait. Parce qu'on se respire ça pendant pratiquement un mois, quoi. Ici, on préfère le sapin artificiel. Ça a le mérite qu'il est réutilisable sur plusieurs années. Oui, moi il me dure Donc, 15 ans. Voilà. Et en règle générale, dans les foyers qui ont un sapin artificiel, il est remplacé tous les 6 ans. Mais du coup, l'impact environnemental associé a des conséquences. C'est-à-dire que tous les 6 ans, il y a 1 million de sapins, puisque c'est 5 millions de végétaux, donc 1 million d'artisanaux, qui sont remis à la poubelle. Donc t'imagines la dose de plastique en moyenne tous les 6 ans. Donc pas top. Si vous préférez un sapin naturel, comme la plupart des Français, la majorité des Français, on l'a vu, c'est 5 millions de sapins végétaux, ils préfèrent les sapins naturels. Il faut savoir que les plantations de sapins sont faites spécifiquement pour Noël en France. Et en France, 80% des sapins qui sont vendus sont des sapins cultivés dans l'Hexagone. Si un jour vous avez l'occasion d'aller dans le Morvan, vous en verrez des sapins pour Noël à perte de vue. Il y en a de partout. Donc c'est des sapins naturels qui sont plantés exprès. C'est pas des forêts c'est vraiment un élevage de sapins. Donc c'est pas des forêts qu'on décime. C'est des forêts qu'on a construites, que l'homme a construites. Donc l'impact est moindre en fait, et ça a créé quand même des emplois, aussi bien chez ceux qui élèvent les sapins que ceux qui les distribuent. En plus, en grandissant, les arbres ils vont absorber le gaz carbonique qui est responsable de l'effet de serre. Donc, l'un dans l'autre, il vaut mieux acheter un sapin naturel qu'un sapin artificiel. Bien. Bon. Mais par contre, si vous achetez un sapin naturel, il vaut mieux demander au vendeur d'où il vient. S'il ne vient pas de France, ne le prenez pas. Parce que là, avec tout le CO2 qui a été utilisé pour l'amener jusqu'en France, Ouais, voilà, là l'avantage, voilà, il n'y en a plus. C'est comme dans certains magasins où tu as un rayon bio avec des bananes qui viennent du Brésil. Ou, voilà. Je ne citerai pas la marque du magasin qui fait ça, mais moi ça me révolte, quoi. Magasin bio, un rayon bio énorme, et tu as des trucs qui viennent du Brésil, des trucs qui viennent d'Argentine, il n'y a rien qui vient de France, ou pratiquement rien. C'est souvent, mais dans oui, les magasins souvent. bio, c'est absurde. C'est absurde. Ouais. 4e idée reçue. Un écran de veille ou un économiseur d'énergie permettent tous les deux d'économiser de l'énergie. Non, moi je dis faux. Non, il faut éteindre carrément. Oui, c'est faux. Il faut éteindre carrément votre ordinateur. Ne le laissez pas en veille. C'est une consommation énorme à l'année. C'est un truc de fou. De même que mettre un téléviseur sur la veille, il ne faut pas non plus, il faut l'éteindre directement. Moi j'ai mis tous mes appareils en bas, donc la télévision, la box, le home cinéma, la console de jeu, pardon. C'est branché sur une même multiprise. Et les soirs, j'éteins la multiprise avec un interrupteur, la multiprise à l'interrupteur, et j'éteins tout. J'ai ça moi aussi. Et l'économie d'énergie qu'on fait avec ça, c'est incroyable. Incroyable. 5e idée reçue. Acheter des vêtements en coton, c'est forcément écologique. Moi je dirais non. Pas d'avis. C'est un peu le même principe que tout dépend où ils sont fabriqués, tout dépend... Alors oui, il y a ça qui rentre en jeu, mais il faut surtout savoir que... Il y a coton et coton. Il y a coton et coton, ouais. Non, la culture du coton nécessite beaucoup d'eau, beaucoup de soleil, beaucoup de pesticides. Ouais, tout ce qu'il ne faut pas. Tout ce qu'il ne faut pas. Mettez du tergal. Donc
Le lin. Et ouais. Le lin, ne repassez plus. Ouais. Prenez la soie. Vivez froissé. Allez. Vivons froissés. Non, mais ça entraîne une pollution agricole et un risque de santé pour les cultivateurs. C'est un gros problème en fait ce coton parce que c'est vrai que c'est agréable à la peau. On pense que c'est écolo, mais ça ne l'est pas. Il faut savoir qu'un jean, par exemple, à la base la toile de jean c'est du coton. Il n'y a rien de plus polluant que de fabriquer un jean. Puis il y a la teinture aussi. Et puis, C'est ça, il y a la teinture, il y a le lavage qui en plus il est délavé, c'est des tonnes et des tonnes d'eau qui sont passées dans des machines et tout ça pour le délaver, c'est une catastrophe les jeans. Il faut privilégier les fibres moins gourmandes en eau et en pesticides comme le lin, le chanvre. C'est pas glamour ça, tout ça. Et il faut savoir que le premier producteur de lin au monde, vous savez qui c'est? C'est nous. C'est la France. Ouais. Sérieux? Ouais. Oh la honte. Bah, un petit déshabillé en lin. Genre, petite maison dans la prairie, Voilà. Maringa. Moi, je trouve. Tu cherches ton charme. Là, je l'ai trouvé. Dernière idée reçue, le compost sans mauvais. Le compost, c'est la vie. Le compost, ça sent la nature, ça sent le verre luisant, ça sent Oh, super. la mouche, ça sent... Les vers. Génial. Oui. Alors non, c'est pas un vrai compost ne sent pas mauvais. Il faut pas mettre n'importe quoi dans le compost. Ouais, faut pas ça tout sent la mélanger. forêt, ça sent une Enfin, la odeur forêt. un peu d'humus quoi en fait. Oh, mon déo, c'est le compost. Mais normalement un compost ne doit pas sentir mauvais. Si votre compost sent mauvais, c'est qu'il y a un problème dans votre compost. Soit vous n'avez pas mis ce qu'il faut dedans, ça arrive. Vous avez mis trop de choses Soit dans le vous avez compost. mis trop de choses dans le compost. Dans le compost, ça arrive aussi. Soit vous-même, vous sentez très mauvais. Voilà. Soit c'est peut-être vous, et pas le compost. Voilà, c'était Ben, mes merci, petites idées Gérard. là-dessus. Ben, Merci. je vous en pris, je vous en prie. Très intéressant ton On petit partira quiz. moins bête. Hein. Ouais. Ce mois-ci, nous recevons Marilyn qui va nous parler d'hypnose spirituelle, entre autres. Pas que de ça, mais elle va nous parler de ça. Et ben, je vais commencer par la laisser se présenter. Alors bonjour Jérôme, Bonjour Marilyn. merci de me recevoir pour me permettre de parler entre autres, comme tu le disais, de l'hypnose spirituelle de régression. Alors bien écoutez, je suis praticienne en hypnose spirituelle de régression, mais je suis magnétiseuse énergéticienne. Donc je donne des soins énergétiques et je travaille essentiellement en canalisation avec mes guides, avec les êtres de lumière, avec les guides également de la personne qui est là. Et pourquoi je suis arrivée, j'ai été amenée à faire de l'hypnose spirituelle de régression? Tout simplement, c'est parce que d'abord ça m'a toujours intéressée. La régression, il y a à peu près une trentaine d'années, j'avais lu un livre du docteur Brian Weiss, qui est un psychiatre américain, et qui racontait une expérience vécue d'un homme et d'une femme qu'il avait reçue dans son cabinet. Et elle était bouleversée par la perte de sa maman et lui était dans la culpabilité de la perte de son frère. Et il racontait que dans les régressions successives, eh bien, en fait, il voyait que tour à tour, l'un faisait partie de la vie de l'autre. Et ce livre m'avait bouleversée. Mais ça, bon, il y a quand même pas mal d'années. Puis le temps a passé, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et lorsque je me suis aperçue depuis quelques années déjà qu'au cours des soins énergétiques, j'avais des informations concernant les vies antérieures des personnes. Je les voyais par exemple bien habillées avec un costume d'époque, où je voyais certains symboles, mais surtout revêtus d'un costume qui n'était pas un costume de l'époque actuelle. Donc dans le débriefing, je leur demandais s'ils aimaient cette époque, s'ils avaient une attirance particulière.
Et là, bon, oui, effectivement, ça se rejoignait. Et donc on me disait, mais pourquoi j'ai eu cette information? Alors il faut savoir que toutes les informations que l'on reçoit ont un objectif. On ne reçoit jamais des informations pour rien. L'information est toujours utile pour l'évolution de la personne dans son incarnation présente, dans sa vie présente. Et c'est comme ça que tout naturellement, il y a à peu près 5-6 ans, par l'intermédiaire du docteur Jean-Jacques Charbonnier, que je connaissais par l'intermédiaire d'un autre magnétiseur. En fait, j'ai rencontré Jean-Charles Chabot, qui est le directeur de l'Institut international d'hypnose spirituelle de Montréal. Et je me disais, je vais faire cette formation, ça m'attire trop. Et puis bon, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Oui, c'est ça. Et il y a eu un moment dans la vie où j'étais prête à apprendre, à recevoir cet enseignement. Et je dois dire que, comme je dis souvent, je suis dans une gratitude permanente parce que c'est formidable d'aller parcourir, explorer le chemin de son âme. Alors concrètement, l'hypnose spirituelle, alors régressive, c'est ça? Oui, de régression, oui. De régression. Oui, ou pareil, de régressive. D'accord. Concrètement, c'est quoi? C'est aller voir ses vies antérieures? Alors, l'hypnose, en fait, en général, déjà, vous permet en fait d'entrer dans un état de confiance modifié ou amplifié. Et en fait, avec l'hypnose spirituelle, la pratique nous permet d'accéder effectivement à des mémoires venant de vies antérieures et aussi de connecter, de communiquer avec des êtres de lumière, des énergies supérieures de lumière, avec des personnes chères décédées et surtout de connecter à notre conscience supérieure. Parce que c'est elle qui va nous guider dans cette séance, dans cette expérience, dans cette exploration, de même que les guides et même nos défunts aussi, parce que là aussi, quand ils sont là, nos défunts, nos guides de lumière ou notre famille d'âme aussi, bien, ils sont là pour nous aider à avancer dans cette incarnation présente. D'accord. C'est fait dans l'objectif d'évoluer dans cette vie. Oui. C'est voir le passé ou se connecter au passé, ou se connecter aux entités supérieures pour évoluer. Alors, cette démarche d'hypnose spirituelle, c'est vraiment une démarche dans une volonté profonde d'évoluer, d'avancer dans cette vie. C'est comparativement à l'hypnose de spectacle, hein, je n'ai rien contre, mais c'est vraiment une démarche d'évolution. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une part de curiosité, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit oh, j'aimerais bien faire l'expérience, ok, mais même derrière cette volonté de faire l'expérience, quelque part je pense qu'inconsciemment, il y a un appel de l'âme à aller voir justement, à aller voir parce que cette information effectivement va encore une fois permettre à la personne d'avancer et d'évoluer. Donc c'est plus un art sacré, c'est comme ça que le qualifie Jean-Charles Chabot de l'Institut. C'est un art sacré parce qu'on va vraiment toucher quelque chose vraiment de sacré. On va vraiment aller sur le chemin de notre âme. On va vraiment connecter à des êtres de lumière qui sont pleins d'amour et de respect pour nous. Et d'ailleurs, vous voyez, cette émotion qui vient là, c'est parce que vraiment, je sais qu'ils sont là, qui m'accompagnent dans cette démarche avec toi. Et parce que je sais que ce que je vais dire et ce qui vont me faire dire, parce que ce que je dis, c'est quand même, je suis quand même guidée. C'est aussi, et certainement, pour pouvoir aider aussi des personnes qui vont écouter ce podcast, certainement. Donc c'est vrai qu'on touche à quelque chose de vraiment, je dirais, merveilleux, de sacré. On touche à l'amour inconditionnel et on touche surtout à des connaissances, des enseignements de sagesse. Et ça, c'est vraiment subtil et c'est là où on se rend compte, qu'on est vraiment tout petit.
mais en même temps qu'on est beaucoup plus grand que notre petit moi, notre ego, et que nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre. Et c'est vraiment, on touche à quelque chose d'hors du temps, c'est vrai, mais en même temps qui nous concerne d'une manière extrêmement intime. Parce que c'est vrai que quand on va explorer des vies passées, ou même on va dans l'entre-vie, je t'expliquerai ce que c'est, c'est vrai qu'on va vraiment en profondeur. Et c'est pour ça aussi que l'hypnose spirituelle et régressive, en termes de thérapie, va aussi pouvoir déloger, débloquer des choses vraiment en profondeur et d'une manière, je dirais, assez rapide en fait. Ouais, pour dégager peut-être des bagages karmiques ou des choses comme ça. Enfin, oui, tout à fait. Ça peut être ça. Oui, ça peut être ça. Alors en fait, l'hypnose spirituelle donc, nous permet d'aller explorer. Alors en fait, il y a 2 séances en hypnose spirituelle. Il y a une séance qui nous permet d'aller explorer des vies antérieures et une séance qui nous permet d'aller dans l'entre-vie, c'est-à-dire cet espace où l'on se retrouve entre 2 incarnations. Donc, c'est-à-dire après le passage, c'est là effectivement. Où on se repose. Alors, où on se repose, oui, il y a une partie repos. Alors, on ne vit pas tous les mêmes choses en fonction de ce qu'on a vécu dans l'incarnation passée, mais on est toujours accueillis avec beaucoup d'amour. Voilà. Donc, il y a 2 types de séances. Sachant que pour aller dans l'entre-vie, il faut quand même avoir fait une séance dans les vies antérieures, parce que pour justement prendre conscience de cet espace, sachant que c'est plus facile d'aller dans les vies antérieures parce qu'on se retrouve dans un contexte, comme dans cette incarnation, avec des maisons, matériel, des rues, des gens, voilà, plus matériel. Tandis que dans l'espace de l'entre-vie, on se retrouve dans des espaces, dans des univers vibratoires, des plans de conscience beaucoup plus élevés, où là, on va être vraiment en contact avec des êtres de lumière, ce qu'on peut aussi appeler le conseil des sages. On peut se retrouver dans les annales akashiques, on peut retrouver notre famille d'âme, notre vraie famille. On peut vraiment être en contact avec nos défunts et communiquer avec eux. On peut se retrouver aussi dans d'autres galaxies et bien d'autres choses, parce que là, c'est beaucoup plus vaste. Mais justement, pour accéder à ça, il faut quand même avoir eu accès quand même à une séance qui nous permet d'expérimenter cet état amplifié de conscience et d'avoir pu déjà accéder et recueillir des informations de vie passée. Alors, effectivement, l'hypnose spirituelle, elle permet quoi en fait? En fait, elle permet d'accéder à toutes ces informations pour venir apprendre certaines informations de sagesse en relation avec notre vie présente, comprendre aussi, libérer quand on a des blocages ou des choses des schémas répétitifs bloqués ou par rapport aussi à des addictions, ça peut être ça, ou alors réintégrer, c'est-à-dire réintégrer des sagesses acquises dans d'autres vies. Et là, effectivement, moi je l'ai vu avec des thérapeutes notamment, qui ont réintégré des connaissances qu'ils avaient dans une autre vie et ils me disent qu'aujourd'hui, ils pratiquent différemment, avec une assurance, comme s'ils avaient effectivement acquis des connaissances qu'ils auraient pu acquérir dans une formation. Et ils sentent qu'effectivement, il y a une présence à l'intérieur d'eux qui fait que ça va plus vite, ça connecte plus vite. Il y a un changement de toute façon qui est là. Et donc, effectivement, l'hypnose spirituelle nous permet justement d'accéder à ça et de venir réparer, comprendre, parce que c'est important de comprendre, par exemple, dans nos relations avec certaines personnes, ou de comprendre certains schémas répétitifs. Et quand on comprend, en fait, à ce moment-là, on arrive à continuer dans cette vie avec un autre état d'esprit.
plus soulagé, plus apaisé peut-être. Oui, bien sûr. Je citerai par exemple le cas d'une dame qui a... parce que là aussi, je peux le préciser, je fais des séances en présentiel, mais je les fais aussi à distance, donc par Skype. Et c'était une séance avec une dame qui était à La Réunion. Et dès le départ, en fait, cette personne s'est retrouvée au cimetière, mais dans cette incarnation, parce que son papa était décédé. Et en fait, elle ne comprenait pas pourquoi elle se retrouvait au cimetière, dans cette incarnation, sur la tombe de son père. Et en fait, toute la séance a été, une grande partie de la séance a été en lien avec son papa décédé, avec lequel elle avait une relation difficile. Et en fait, cette séance lui a révélé, parce que son père s'est présenté, elle a pu communiquer avec lui, elle a pu comprendre qu'elle l'avait déjà rencontré dans une autre vie, qui il était, et en fait, pourquoi elle l'avait rencontré de nouveau dans cette incarnation. Et il y avait en fait entre eux une sorte de pacte. Et lorsqu'elle a compris ça, et qu'elle a pu communiquer avec son père, en fait, elle m'a dit que son père avait brûlé le pacte. Et donc, de cette manière-là, donc elle l'a vu, elle me disait, donc elle en a été libérée. Et ça lui a permis, en fait, de cette manière-là, de comprendre pourquoi elle avait eu une relation comme ça avec son père dans cette incarnation. Et ça l'a libérée. Dans cette séance aussi, également, comme c'est une personne qui a un cancer, elle devait subir une intervention chirurgicale. Elle avait un problème vis-à-vis de l'image qu'elle pourrait avoir plus tard. Et en fait, elle a reçu des informations qui lui ont permis justement d'accepter cette image par la suite. Et j'ai eu de ses nouvelles et après la séance et après son opération. Et elle m'a dit qu'effectivement, qu'elle acceptait cette image d'elle-même. Ça lui avait permis d'accepter et de mieux vivre ça. Donc oui, c'est réparateur, ça permet aussi c'est libérateur, c'est libérateur. Après, toutes les histoires sont différentes, bien évidemment. Et ce que je pourrais dire, c'est que ça aussi c'est important. Qu'en fait, le praticien en hypnose spirituelle régressive ne suggère pas, en fait. À la différence entre l'hypnose érectionnelle ou humaniste, où effectivement on induit à la personne, on suggère à la personne certaines choses, en fait l'hypnose spirituelle c'est vraiment la conscience supérieure de la personne qui la guide. Le praticien est juste là pour poser des questions de manière à récolter des informations afin de déceler quels sont les apprentissages et les enseignements qu'il sera nécessaire dans le processus de la séance de réintégrer pour aider la personne à évoluer dans son incarnation. C'est vraiment... alors je ferai le parallèle, c'est un peu comme quand on va voir un médium, une personne qui donne des informations sur notre vie actuelle ou notre futur. Ce que j'ai pu faire, je n'ai rien contre les médiums, bien au contraire. J'ai beaucoup d'amis qui font des guidances, quel que soit le support. Là, en fait, c'est la personne elle-même qui reçoit l'information. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais. Moi, je pose... T'es pas un canal. Non. Voilà, le canal, c'est la personne en fait. C'est Oui. elle qui reçoit directement l'information. Exactement, c'est-à-dire que je m'adresse à sa conscience supérieure et sa conscience supérieure donne des informations qui, elle, me les rapporte. Oui. Voilà. De même... t'induis pas un comportement ou une direction. Non. C'est vraiment les ressources intérieures, les connaissances de sagesse de l'intérieur, c'est vraiment les ressources même de la personne qui vont chercher, ça vient vraiment de cette vérité intérieure. En fait, c'est sa conscience supérieure, son moi supérieur. En fait, c'est la partie la plus sage de notre être qui connaît tout à notre sujet, au sujet de notre âme, qui va apporter
les réponses à la personne. Sachant que les personnes me disent, oui mais est-ce que je peux choisir l'époque? Je dis non, non. Personne ne... Je voudrais aller dans l'Égypte ancienne. Est-ce que j'ai effectivement, est-ce que j'ai eu une vie? Alors c'est pas ça. C'est pour ça que la démarche, elle est vraiment dans un objectif d'évolution personnelle. C'est-à-dire que moi, j'arrive à une séance, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. C'est la feuille blanche, et c'est pour ça que c'est extraordinaire, parce que c'est une exploration, autant pour le sujet qui est là que pour moi-même. Puis c'est une aventure de chaque jour, en fait. Exactement, exactement. Et en fait, la conscience supérieure, c'est elle qui va choisir, qui va amener plutôt la personne dans une vie, voire plusieurs vies antérieures, qui vont être bénéfiques et utiles pour la personne dans son évolution, en tant qu'âme, dans son incarnation présente. Donc, moi, je ne choisis pas. C'est-à-dire, je me laisse guider par la conscience supérieure, ou les guides, et les guides quand ils sont là, ou les défunts, quand il y a des informations. Et là, je pose des questions. Mon rôle, c'est de faire de la cueillette d'informations. Et après, de faire, moi, une synthèse pour vraiment déceler quel est l'enseignement, les apprentissages que doit intégrer la personne de manière, comme je le disais tout à l'heure, à ce qu'elle puisse évoluer, grandir dans cette incarnation-là. Parce qu'en fait, si on s'est réincarné, l'âme est venue faire des expériences pour évoluer. Donc c'est vraiment la conscience supérieure qui guide, qui choisit, parce qu'elle sait ce qui est juste et bon pour nous. Voilà. Et à aucun moment je n'induis, si par exemple la personne me dit ah ben là je suis dans un village, je vois une maison avec des murs jaunes, ok, je ne vais pas lui dire mais tu vas te rendre dans cette maison. Oui, entrer dans la maison. Voilà, c'est ok. Donc en fait je lui demande vraiment de me décrire tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle perçoit, tout ce qu'elle entend. Et plus j'ai d'informations, et plus ça va être riche, et plus il va y avoir des apprentissages intégrés, puis ce sera riche pour elle aussi, comme cadeau à emporter pour continuer dans son chemin de vie. Ah, du coup, j'ai plein de questions qui me viennent. Eh ben, vas-y. Alors, j'ai peut-être pas toutes les réponses, mais on va voir. Déjà, on parle d'hypnose spirituelle régressive. Est-ce que dans le spirituel, c'est rattaché à une religion ou c'est n'importe qui peut... Alors, spirituel, on l'entend comment? Alors, la spiritualité, c'est pas du tout la religion, c'est vraiment en dehors de tout dogme religieux. Hein. On est vraiment là... non, ça c'est vraiment, tu fais bien de poser la question. On est vraiment là dans une pratique de sagesse, de lumière, d'amour, en dehors vraiment de tout dogme religieux. Voilà. Après, si pendant effectivement les régressions, il se présente des êtres de lumière plus rattachés à une religion, mais ça, voilà. Oui. Ça c'est indépendant de. Exactement. C'est parce qu'ils doivent être là, quoi. Mais il n'y a aucune induction, aucune directive en lien avec. Non. C'est vraiment des connaissances de sagesse. Voilà. Rien à voir avec la religion. Ok. J'ai une autre question. J'ai une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Parce que tu disais. Du coup, après la séance, il y a un débriefing. Où toi, tu vas donner tes conseils. Parce que la personne, elle se souvient de ce qu'elle a dit ou... Alors. Je vais ça fait beaucoup de questions. Oui, ça fait beaucoup de questions. Mais justement, je vais partir du départ. Une personne n'arrive jamais à une séance d'hypnose spirituelle comme ça. Toc toc, j'ai pris rendez-vous, j'arrive. Non. Il y a une préparation. Il y a une préparation avant. Et cette préparation est très importante parce que vraiment, elle permet d'optimiser la séance et surtout vraiment de préparer la personne. Déjà au contexte de la séance, mais aussi dans son subconscient, il va y avoir comme une sorte d'entraînement, on va dire. Alors la préparation consiste en quoi? J'envoie 2 méditations
pardon, sous format MP3, des méditations donc, que j'ai préparées et qui nous ont été enseignées aussi dans l'Institut. Mais là, je les ai repréparées avec ma voix, j'ai fait un montage, parce que c'est très important que la personne se prépare avec ma voix et la vibration de ma voix. Elle sera tout à fait, comment dirais-je, à l'aise au moment de la séance. Donc, il y a une méditation de préparation avec effectivement des phrases, des suggestions, comme dans l'induction que je fais pendant la séance pour amener la personne à descendre dans cet état amplifié de conscience. Et ça, c'est vraiment une préparation voilà, de l'ambiance de ma voix, la vibration de ma voix. Et il y a une deuxième méditation qui en fait, va permettre à la personne de prendre conscience de tous ses sens. Donc, il va y avoir comme des petits exercices pour prendre conscience de l'ouïe, du toucher, de ses capacités à visualiser, etc. Parce que pendant les séances, tous nos sens vont être en éveil et il est important de tout ouvrir. Il est important vraiment. Alors, j'ouvre une parenthèse pour dire une chose, c'est qu'il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais moi je ne vois pas, mais alors si je ne vois pas, il n'est pas nécessaire de voir. » J'allais te le dire, justement. Voilà, c'est vraiment la question, the question. Oui, parce qu'il y a des gens pour qui la méditation, c'est pas... c'est quand on demande de visualiser des choses et tout ça, c'est très compliqué. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai eu un monsieur dernièrement qui est énormément dans le mental. Il me dit, j'arrive pas, je visualise pas. Alors, j'ai essayé de... Alors, je l'ai arrêté tout de suite, je lui ai dit, on n'est pas dans la performance. Tout est juste. On n'est vraiment pas dans la performance et je recevais effectivement l'approbation des guides. Tout est juste. Ok, vous n'y arrivez pas, c'est que c'est comme ça. Il ne faut pas se dire j'arrive pas, je suis un mauvais élève. On n'est pas dans l'évaluation, on n'est pas dans la performance, on est dans l'expérience. Et son expérience, elle va se faire différemment. Voilà. Moi aussi, à la base, je n'étais pas très visuelle. Moi, je suis plutôt dans le clair ressenti. Je suis plutôt vraiment dans ce clair ressenti, dans les perceptions. Oui, il m'arrive effectivement d'avoir des visions, d'être dans la clairaudience. Mais je suis plutôt dans le clair ressenti. Ça ne m'a pas empêché, le jour de ma première régression, ça a été fulgurant. J'ai été 360 degrés, j'avais des mots, des aides de lumière, ça a été hyper puissant. Ce n'est pas du tout ce qui peut se passer. Donc, il ne faut pas avoir cette appréhension de dire moi je ne ressens pas, moi je ne vois pas, etc. Il y a des séances qui se font avec des non-voyants. Mais par contre... ils arrivent à voir des vies antérieures. Parce que dans une vie antérieure, ils étaient voyants. Donc, voilà, pas se mettre des barrières, j'y arrive pas. On n'est pas dans l'évaluation, encore une fois, on n'est pas dans la performance. Il faut juste être soi, avec cette volonté, cette démarche d'évoluer et d'avancer dans cette incarnation. Donc, c'est vraiment, quelque part, même si on sent que c'est une volonté, c'est quand même avant tout une volonté de notre âme qui nous amène là. Alors donc il y a cette méditation aussi, donc ce qu'on appelle la méditation de sensorialisation, où il va y avoir des petits exercices, voilà, vous voyez une fleur, de quelle couleur elle est, naninana, ou alors vous goûtez un citron, goûtez ce citron, il y a des personnes qui me disent, oh là là, j'ai senti l'acidité du citron, voilà, donc il y a ça, il y a ces deux méditations que il est important d'écouter, de réécouter, alors on dit à minima 7 fois. Pourquoi? Parce que ça dépend des personnes en fait. Les personnes qui sont beaucoup dans le mental, c'est vrai que ça nécessite une préparation un peu plus appuyée. Voilà. Donc entre le moment où on prend rendez-vous et un moment de la séance, il se passe environ 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, donc il y a cette préparation-là avec donc l'écoute des méditations. Il y a aussi, alors j'envoie un lien sur une page de mon site qui n'est pas visible, c'est une page de préparation à la séance, où là-dessus il y a des instructions, et il y a également un questionnaire à remplir, juste pour reconnaître un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes,
vos objectifs, les objectifs de la personne concernant cette séance, parce que même si on est là, on se dit je vais faire l'expérience, on a toujours au fond de nous certains objectifs. Et puis il y a aussi, donc une semaine avant la séance, un entretien d'une demi-heure au téléphone ou par Skype pour me permettre à moi de voir comment se sont passées, comment se passent les écoutes des méditations. Ça va me permettre à moi de voir si la personne part facilement ou si elle a du mal, si elle a une résistance du mental, etc. Et par rapport au questionnaire, voilà, clarifier certaines choses pour être vraiment... Ce qui fait que quand on arrive 2 semaines après à la séance, bah, tout est OK, on est prêt, de part et d'autre. Voilà, donc, et donc pendant la séance, alors il y a effectivement, avant la séance proprement dite, on a un temps de discussion, toujours, parce que bon, depuis l'entretien téléphonique ou Skype, il y a eu des changements ou si... Il se passe toujours des choses, de toute façon, entre-temps. Et puis la personne peut avoir d'autres interrogations, voilà. Donc je donne certaines instructions également avant la séance pour que ce soit bien clair. Donc on commence la séance. Alors la séance, en fonction de la personne, ça peut durer, la séance proprement dite, du moment où je commence l'induction jusqu'à l'émergence, ça peut durer 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Voilà. Quand même. Oui, voilà. Et après, il y a un temps d'échange, donc de débriefing, parce qu'il faut quand même que la personne revienne, elle arrive à exprimer son waouh parce que quelques fois, voilà. C'est voilà. Mais c'est variable. Disons que globalement, moi, je compte 3 heures entre ce qu'on appelle donc la discussion, l'anamnèse du départ, le débriefing après, 3 heures et demie. C'est-à-dire quand je prends rendez-vous, je monopolise l'après-midi pour la personne. Moi, tant qu'il y a possibilité d'avoir des informations, je ne vais pas aller au-delà, mais par exemple, quand un guide se présente, évidemment, je vais demander l'autorisation d'entrer en communication avec lui. Et si effectivement il y a des choses qui se présentent, des informations, de toute façon, c'est le guide qui dira que maintenant c'est terminé, voilà, et il s'en ira au moment juste. Mais voilà, l'objectif, c'est pas non plus de rester 4-5 heures. Il y en a qui le font, moi non, je le fais pas. Parce que d'abord, énergétiquement, pour la personne, c'est très lourd. Pour moi aussi, parce que ça me demande de la concentration. Mais l'objectif, c'est de, justement, et là, je travaille sur un protocole pour pouvoir accompagner les personnes sur plusieurs séances, mais avec des séances plus courtes, de manière à vraiment les accompagner, à réparer, et que ce soit vraiment dans un accompagnement thérapeutique. D'accord. Si on ne croit pas en la réincarnation? Il n'y a pas besoin de croire. Il n'y a pas besoin de croire. Après, si on se dit, je ne crois pas à la réincarnation, mais tu veux dire, si je ne crois pas à la réincarnation et que je veux faire une séance, c'est ça? Ouais. Alors, soit la personne se dit... Déjà, on ne fait pas d'hypnose spirituelle régressive. Voilà. Après, l'être humain aussi, il est plein de contradictions. C'est-à-dire, je ne crois pas à la réincarnation, mais je veux bien essayer. Ouais. Moi, je ne vais pas dire non, je vais dire OK. Et c'est peut-être aussi ce qui va l'amener, alors pas forcément à croire, parce que le but, c'est pas de dire tu crois pas, je vais te persuader que tu vas croire, on s'en fout, le but, il n'est pas là. Peut-être c'est une possibilité pour lui d'ouvrir les yeux sur quelque chose qu'il ne savait pas ou qu'il ne doutait pas de l'existence. Ça fait peut-être partie aussi de son chemin d'éveil. Voilà, et qui doit peut-être en passer par là. Ah ben non, je ne crois pas à la réincarnation, mais par contre, je veux bien essayer. Peut-être que son âme, elle lui dit, bon, ok, tu ne crois pas, là, ok, mais voilà, je vais t'emmener là. Elle n'était pas si bête que ça, ma question. Ah non, il n'y a jamais de questions bêtes. Non, mais on va déjà, parce que c'est une question, effectivement, qui est amenée quand même assez fréquemment, hein. Si on ne croit pas à la réincarnation, alors oui, peut-être qu'il pourra... Si la personne fait de la résistance au moment de la séance et que ça crée un blocage, bon, peut-être qu'inconsciemment, ça viendra justifier sa croyance que ça n'existe pas. C'est juste aussi, moi je ne suis pas là pour juger, pour dire, là j'ai tort, j'ai raison. Encore une fois, on est dans l'expérience, on n'est pas dans la performance, surtout pas dans la dualité. Donc moi j'accueille toutes les
les volontés, en fait. Hein. Si lui, effectivement, cette personne, c'est son expérience, comme tu disais, d'aller vérifier si ça existe, c'est OK. Alors, ça peut effectivement venir aller dans son sens, comme dans le sens inverse, mais il apprendra toujours quelque chose. Mais c'est vrai que s'il y a une peur ou une résistance mentale très forte, la personne n'accédera pas. Ou alors il y a des personnes, j'ai reçu récemment aussi une personne, elle voulait absolument aller voir, passionnée de régression, tatitata, un mental tellement fort, j'ai tout essayé, impossible. Impossible. C'est qu'elle avait quelque chose à apprendre aussi là-dessus, on a beaucoup parlé après, et elle a compris qu'effectivement il fallait qu'elle lâche certaines choses pour pouvoir accéder à certaines informations. Il faut savoir qu'on donne des informations, même si on interroge les guides, ils ne sont pas toujours autorisés à répondre, soit parce que pas d'autorisation, soit c'est pas le moment, soit c'est carrément pas approprié par rapport à la question elle-même. Hein. Voilà. Donc on n'obtient pas toujours les réponses à nos questions, et là aussi c'est toujours très juste et parfait. Oui, alors il y avait une question aussi que tu m'avais posée, est-ce que tout le monde peut faire de l'hypnose ? Voilà, c'est ça. Oui. Oui, alors tout le monde, peut accéder, peut faire de l'hypnose, tout le monde est hypnotisable. Après, encore une fois, quelquefois on arrive à une séance, on veut le faire, et puis il y a une peur. Parce qu'il y a une peur, moi j'ai vu, qui est mêlée aussi à de l'excitation. Les gens sont excités, puis en même temps ils ont peur, c'est la peur de l'inconnu. Je vais aller voir quand même. Il faut réussir à sauter le pas, quoi. Oui, c'est quand même assez. Moi-même, la première fois, ça a été. J'étais à la fois très curieuse, mais il y a une forme de. Voilà, de peur, d'inconnu. Ouais, et puis on ne sait pas, parce que, attention, même si on a tout été, on n'a pas été des princesses, que des gentilles, ou des mèches. Non, mais des fois, il y a des scènes qui sont. C'était une question à laquelle je pensais aussi, parce que souvent on entend oui, j'ai été un roi, j'ai été une princesse, mais dans toute une vie, on n'a pas pu tout le temps être. Il y a bien un moment où on a été un paysan, un soldat qui est mort, un troufion, un rien du tout, quoi. Oui, sur toute la population et sur toute l'histoire, on ne peut pas être que des. Oui, puis l'objectif, c'est pas de savoir si on a été une princesse, si on a été un roi ou si on a été allemand. C'est pas ça. C'est l'expérience qu'on a faite de cette vie. Voilà, c'est-à-dire pourquoi la conscience supérieure ou les guides nous renvoient dans cette vie-là. C'est que donc dans cette vie-là, il y a des enseignements, des informations qui sont rattachées à notre incarnation présente. Et pourquoi c'est encore rattaché là ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Qu'est-ce que je dois apprendre ? Qu'est-ce que je dois libérer ? Et quand on comprend ça, quand on fait ce cheminement, après on peut comprendre, on peut dire ok, maintenant je sais que ça appartenait à cette vie-là et que je n'ai plus à le vivre dans cette incarnation. Voilà, parce qu'effectivement, l'expérience de se dire ah oui, moi j'ai envie de savoir, alors, c'est sûr que c'est excitant, mais c'est pas tant ça. Dans l'expérience, on peut vivre des moments forts, et j'en ai eu pas mal, dans le bonheur, la joie, comme vraiment des moments très difficiles. Alors, il faut savoir aussi, ça c'est très important de le dire, c'est quand même une pratique sécuritaire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, déjà la personne, elle garde toujours son contrôle. C'est un processus interactif, donc je parle à la personne comme on se parle là. Évidemment, avec un ton beaucoup plus bas, voilà, un ton, ce qu'on appelle le ton hypnotique. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne, si par exemple elle veut aller aux toilettes, elle me le dit, on fait une pause toilette. Elle craint rien, en fait. Elle craint absolument rien. Si elle ressent quelque chose de négatif dans une ancienne vie, elle peut pas le... Ça peut pas la blesser. Alors, disons qu'elle le ressent émotionnellement parce qu'elle revit. En fait, elle ressent les émotions de cette vie-là et c'est pas pour rien. Alors là aussi, j'ouvre une parenthèse, c'est que, attention, c'est toujours pour notre plus grand bien global. Donc, ce qu'on nous fait vivre, on nous fait vivre ce qu'il est utile de vivre.
Je donnerai un exemple tout à l'heure. Mais il faut savoir que, quelle que soit l'émotion, qu'elle soit dans la douleur, dans la souffrance, qu'elle soit dans la joie, dans un amour inconditionnel, ou qu'elle ce soit... Alors, quand c'est une émotion vraiment dans l'amour inconditionnel, quand c'est positif, la tendance est d'intensifier ça. Quand la personne vit une émotion de douleur, parce que les circonstances dans lesquelles elle vit, c'est pas facile à le vivre ou à le revivre, à ce moment-là, moi je suis toujours là pour baisser l'intensité, ou même si la personne ne supporte pas, hop, on sort de cette scène, on va ailleurs. L'objectif, c'est que la personne vive ça dans un confort. On n'est pas là pour souffrir, on est là pour vivre une expérience, une exploration, et qu'elle soit bénéfique. Oui, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, personnellement, dans une régression où j'étais en Amérique avec les histoires des Indiens et des cow-boys, oui, je voyais effectivement une bataille. J'avais l'information que c'était une bataille très violente, très sanglante, mais je voyais par exemple les soldats américains, je voyais la croupe des chevaux, je voyais leur uniforme. Je voyais les chevaux, effectivement, des Indiens, Je savais, j'avais l'information que c'était sanglant, mais à aucun moment on m'a montré l'aspect, le sang, les gens par terre, etc. Mais j'avais cette information. Donc c'est toujours pour notre plus grand bien. On n'est pas là on ne fait pas vivre une expérience pour souffrir, pour que ça nous fasse du mal. C'est toujours dans un but d'évolution. Voilà. Et encore une fois, c'est sécuritaire, c'est-à-dire que si vraiment la personne est mal, ok, on abaisse l'intensité, ou alors, ok, je veux sortir de là, ok, hop, on demande à la conscience supérieure et on amène la personne ailleurs, on laisse un temps, etc. Donc il y a toujours... Non, c'est très, très, très sécuritaire. Et même, je repense à une personne, dans l'émotion, elle a ressenti un tel amour. Elle a été projetée dans une vie où elle était en Égypte, où elle avait vécu un amour intense avec un pharaon. Et c'était une émotion qui était hyper forte. Donc je lui ai laissé la vivre, mais là aussi, quand c'est fort aussi dans ce côté-là, on demande est-ce que c'est ok de vivre ça, est-ce que voilà, on s'assure. Moi, je m'assure toujours que la personne est confort. Voilà, de vivre ça. Alors, au-delà des vies antérieures, tu nous as parlé des guides aussi. Ils se manifestent aussi bien dans l'entre-deux-vie que dans les régressions. Dans les vies antérieures. Alors, dans les vies antérieures, même si la séance est programmée pour être une séance pour accéder à des vies antérieures, il est possible, et très souvent maintenant, parce que comme il y a un éveil spirituel au niveau de la conscience collective et que les gens s'ouvrent davantage, eh bien, la plupart du temps, même dans une séance de régression dans les vies antérieures, eh bien, il y a un guide ou un défunt qui est là. Et moi, à chaque fois qu'il y a une présence, la personne donc, me dit « je sens une présence », donc je lui demande si elle est familière, si elle sent qu'elle est familière ou pas, elle me dit oui, non, etc. Et c'est la personne qui me dit si elle sent que c'est une personne qu'elle connaît, ça peut être un défunt, ou si c'est un guide. Et à ce moment-là, dès qu'il y a un guide, une énergie qui est là, je vais explorer, je vais demander si c'est autorisé à communiquer avec elle, à lui poser des questions, et la personne me répond oui ou non. En général, c'est toujours oui, parce que si elle se présente, c'est qu'elle a un message. Et à ce moment-là, on explore ça. Mais dans l'entre-vie, donc cet espace entre deux incarnations, effectivement, on communique, on a contact avec ses guides. Il y a aussi une différence entre les deux séances, c'est que pour une préparation dans une séance dans l'entre-vie, il y a une préparation d'une série de questions. Des questions en relation avec notre incarnation aujourd'hui, c'est-à-dire me poser des questions à nos guides, savoir pourquoi je vis ça, par rapport à tel projet, par rapport à telle personne, telle situation, voilà, s'ils peuvent l'aider. Et puis une série de questions en relation avec des personnes que l'on connaît dans cette incarnation présente, vivantes ou décédées, savoir si on les a rencontrées dans une vie passée et pourquoi on les a retrouvées ici. Ça, c'est très intéressant parce qu'on comprend beaucoup de choses après sur la nature des relations, pourquoi on les a vécues comme ça, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce que moi, ayant ces questions-là, quand je communique avec l'énergie qui est là, à ce moment-là,
je lui pose des questions et le guide répond à travers la personne. Alors ce qui est quand même assez incroyable, c'est que quand le guide s'exprime à travers la personne change de voix complètement. D'accord. Et le ton de sa voix est différent. Une chose aussi, avant que j'oublie, c'est que les séances sont enregistrées. Pas du début, parce que l'induction peut être un peu longue, mais la séance est enregistrée. Ce qui fait que la personne, donc j'envoie l'enregistrement à la personne, et la personne donc, peut réécouter les enseignements, parce que c'est comme dans tout, on a une première écoute, après la deuxième écoute, on comprend certaines choses, ou on se dit « ah ben ça, je m'en souvenais plus », et c'est toujours riche d'enseignements. Et il peut y avoir effectivement des choses qui se passent au bout de plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs années. Personnellement, moi j'ai eu une compréhension claire, mais vraiment très claire, presque évidente, 1 an et demi après une régression. Alors que je ne le comprenais pas, ni même quelques semaines après. Absolument. Voilà. Mais tout a sa raison d'être. Il n'y a pas une information qui est inutile. Voilà. Eh bien, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, après, bon, évidemment, c'est un sujet hyper vaste, oui, bien sûr. Très intéressant. Encore une fois, je suis dans une gratitude permanente parce que je vis des moments, je partage des moments extraordinaires et surtout des moments d'amour inconditionnel parce qu'effectivement, quand on reçoit cet amour inconditionnel, oui, une chose que j'ai oublié de dire, il y en a peut-être d'autres aussi, c'est que pendant les séances, on reçoit des soins de nos guides. Toujours pareil, c'est approprié, toujours pareil, pour aider la personne à évoluer. Et là, vraiment, la personne le reçoit d'une manière vraiment très puissante, la personne, la plupart du temps, pleure parce qu'elle ressent cet amour inconditionnel, un amour que l'on ne ressent pas d'une manière terrestre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de puissant, c'est une expérience intime et enfin voilà, c'est puissant, c'est très émouvant aussi, très émouvant. Alors je pense qu'on peut avoir plus d'informations sur ton site internet. Ah oui. Qui est Alors c'est peut-être un petit peu alors ça c'est magnétiseur spirituel énergétique.com. C'est tout attaché. Je mettrai le lien dans le descriptif de toute façon. Sinon, j'ai ma page Facebook, Marilyn Nicosia, magnétiseur énergéticien, hypnose spirituelle. Je mettrai le lien aussi. Voilà. Après, on peut me joindre aussi par mail. Mais tu mettras, je suppose, le lien. Je le mettrai aussi. Donc, je peux répondre à toutes les questions par mail. Voilà. Je serai disponible parce que c'est un sujet effectivement très très vaste et puis chaque fois on avance, on a l'impression qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Bon, moi je suis constamment en apprentissage et non, c'est fabuleux. Alors dernier petit truc, tu vas inaugurer un nouveau concept des interviews. Waouh. À chaque intervenant, je vais leur demander en fin d'interview la maxime, le proverbe ou le petit conseil pour leur vie, pour la vie en général. Qu'est-ce qui, pour toi, s'il y avait un truc à retenir ou un conseil à donner ou voilà. Alors là, c'est les guides qui me le disent. Il n'y a que l'amour. D'accord. Bon. Alors, vous ne voyez pas, mais elle est en train de pleurer. Elle a les larmes qui montent. Oui, parce que ça, c'est les guides qui t'ont répondu. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Alors, retenez bien ça, il n'y a que l'amour. Et bientôt, Marilyn. Merci beaucoup, Jérôme. Merci infiniment pour ce partage. Merci. Merci à toi. Valérie, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Tu es forte, tu es disponible. Oui, je suis tout à toi, Jérôme. Bon, moi, je vais vous faire un petit résumé sur le cristal de roche. Alors, vous ne voyez pas. Regardez mon cristal, vous ne le voyez pas. Magnifique. Mais, voilà, Jérôme, c'est ce que tu peux m'acheter pour Noël.
Parce que ça, on ne s'en lasse pas, hein, Carole. C'est génial ça, cette... Tu l'as sorti d'où? De ma poche. Parce qu'il Tu me l'as pas donne pu le sortir. de l'énergie, de l'action et du mouvement. Mais pas que. Pas que. Alors, on va parler de cette belle pierre. C'est joli. Ce beau... C'est une très très jolie composition. C'est un peu bizarre. Hein, c'est quand même incolore. Moi, j'ai un cristaux, il est pointu. Là, comment on pourrait le décrire? Jérôme, toi qui es si fort. Cette forme-là, qu'est-ce que c'est? C'est un... Voilà. Il y a 8 faces, là, non? Quadripède. Un bipède. C'est un bipède. C'est un quartz bipède. Voilà, c'était... C'est un bout. C'est un bout de cristal de roche ou qu'on appelle aussi quartz, hein, Carole. C'est bien ça. Tu t'en sers, toi? Oui, beaucoup. Tu t'en sers beaucoup. Voilà, c'est Carole qui m'a fait connaître. Avec le Reiki. Avec le Reiki, c'est une pierre qui va bien avec le Reiki. Alors, son origine, où c'est qu'on trouve du cristal de roche, Jérôme? Oui, c'est vrai. Où est-ce qu'on Moi, je trouve dirais des- en Afrique du Sud. Oui, mais encore. En Amérique du Sud. Alors, on en trouve au Brésil, en France déjà, hein, soyons chauvins, France aussi. ouais, un petit peu en France, dans beaucoup de parties du monde. Au Brésil, aux États-Unis, dans l'Arkansas. Tu connais bien ce coin quand tu vas faire des rodéos. Hein? En Inde, en Ne Suisse. dévoile pas toute mon passion, s'il te plaît. C'est pour donner envie aux auditeurs. En Inde, en Suisse, en Russie et à Madagascar. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est dommage. Alors, le nom cristal vient du grec. Alors là, Jérôme, qui est féru de grec, Krustalos Je suis féru des Grecs. aussi. Aussi, mais alors d'après toi, que veut dire le mot grec Krustalos? Je ne sais pas. Tout simplement, ça veut dire glace. Ah, c'est vrai que ça ressemble à une Et glaçon, oui, hein. qui se réfère à l'aspect transparent du minéral. C'est tout à fait vrai. Alors, l'aspect, bon, on en a parlé, hein, ce sont de longs cristaux pointus, transparents, laiteux, souvent en groupe, de toute taille, incolores, avec parfois des inclusions de rutile. Alors là, j'attends la vanne, vas-y. Non. La question, qui C'est va vrai. mettre mal à l'aise. C'est quoi le Je te connais, mais comme quoi si le je t'avais rutile, fait. Alors, le rutile, c'est des espèces minérales composées de dioxyde de silicium. D'accord. Là, tu vois, tout d'un coup, tu Non, revis. Alors, le symbolisme. Alors, bien sûr, c'est l'énergie. Hein, Carole, on Oui. va pas... C'est quand même la première des choses qui nous vient à l'esprit. C'est une pierre aussi qui favorise la méditation, le repos de l'esprit et le calme mental. Et qui favorise aussi énormément la concentration. Donc, Jérôme, quand tu auras besoin d'être concentré, je le prêterai. Et tu me le nettoieras bien comme il faut. Alors, les Grecs, pourquoi les Grecs? C'est à cause de toi, ça encore. Les Romains, alors eux, à l'Antiquité, ils avaient l'habitude de polir des morceaux de cristal de roche en forme de boule. Et ils les mettaient dans leurs mains, ils les faisaient passer d'une main à l'autre. Ça les rafraîchissait parce que ils avaient l'impression d'avoir de la glace dans les mains. Et en même temps, ça leur donnait de l'énergie. C'est une pierre qui est considérée aussi comme une pierre de lumière, qui éloigne des ténèbres. Et après, on est comme un papillon Millions de lumière sous les projecteurs. Alors, propriétés. On peut parler un peu de ses propriétés physiques. Déjà, elle aide à lutter contre toutes les douleurs du corps, mais aussi les oreilles, le cœur, les poumons, le système digestif. Alors, par exemple, si tu as un problème avec les poumons, tu te le mets sur le... Tu l'avales. Ah, c'est ça, tu Voilà, le tu sniffes. le mets sur ton plexus solaire. Carole, aide-moi. Ouais, Hein, sur les poumons. Voilà, Ouais, sur les poumons, tu le tiens et tu respires, tu médites.
Tu peux le faire un moment, tous les soirs, pendant un certain soir, ça, une petite semaine. Moi, je l'avais souvent à un moment où j'avais quand même des tensions nerveuses assez poussées. Ça s'est calmé? Oui. Après un meurtre. Donc, mais c'est vrai que le soir, souvent, je le prends. Je le prends dans mes mains. Voilà. Comme j'écoute des méditations, j'écoute des choses comme ça, et je l'ai dans les mains. C'est bon aussi pour la digestion, ça on en a parlé, je crois. Alors, on dit aussi, maintenant, Carole, peut-être tu me diras quelque chose, il agit contre les brûlures, les crampes musculaires et les maux de tête. Est-ce que ça te parle? Pourquoi pas? Après, si tu lui donnes cette intention, voilà. Oui, c'est ça. Après, une pierre toute seule, ça ne fait pas grand-chose. Hein. C'est ton intention qui va faire qu'elle va travailler avec toi. Tout à fait. Voilà, tu vois, il faut demander à une pro. Non. Tu es une pro. Mais oui, tout à fait. Donc, tout à fait, oui, c'est l'intention, évidemment. Alors, les propriétés donc physiques, on en a parlé. Bon, moi, c'est quand même, pour moi, la pierre de l'énergie. Ça reste en priorité celle-là. C'est une pierre qui va calmer ton énergie ou qui va te Ben non, donner justement, l'énergie? quand tu es à plat, c'est ça qui va te redonner force avec l'intention. C'est quand même spiritualité aussi, quand même. Hein, Carole? Ça te protège, ça peut te protéger des énergies négatives. Voilà, tout à fait. Je l'avais lu, ça aussi. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un double rôle, le cristal de roche. Ça va te donner de l'énergie et en même temps, ça va te prendre l'énergie négative que tu as en toi. Voilà, ça va te Et c'est une des seules pierres qui a ce double rôle. Tout à fait, je l'avais lu ça, c'est vrai. Propriété psychique. Alors, on dit que le cristal de roche est à la fois un récepteur Voilà, c'est ça. et un émetteur. Voilà. Alors, un transformateur et un amplificateur énergétique. Donc, c'est ce que nous disait Carole. Et tu l'as mieux dit, toi. Oui, je l'ai mieux lu, surtout. Et cette pierre est excellente pour stimuler la circulation énergétique et lever les blocages. Voilà, très utile quand on veut reprendre des forces. Après des périodes de fatigue, comme j'ai eu récemment, Jérôme, tu n'étais pas là pour venir me border. Donc tu m'as laissé et j'ai dû me raccrocher à En même temps, tu m'as pas appelé. Cristal de roche. Non, mais tu aurais dû le savoir. C'est ça, les amis. Il dynamise, il favorise la clarté de l'esprit et la neutralité, améliorant ainsi notre perception et facilitant la compréhension de nous-mêmes et des autres. Alors, cette pierre est conseillée en association avec d'autres pierres pour amplifier leurs propriétés. Elle peut amplifier la propriété des autres pierres. Elle est recommandée aussi pour le mal des transports. Donc, si tu as une petite gerbouilleuse, quand tu... Non. Quand tu pars au Portugal, rien. Tu n'as pas besoin de cela. Bien. Tu es grand. J'ai eu quand j'étais petit, mais maintenant je suis grand. Ah oui, tu es grand et beau. Mais tu n'as plus ta mèche. Ah ben, on peut pas tout avoir. Oui, je le dis parce que vous ne voyez pas, mais Jérôme a coupé sa mèche, à mon grand désespoir. Bon. Alors, comment entretenir ce beau et divin cristal de roche? Toi, tu le sais, Carole. Vas-y, je Alors, le nettoyage se fait avec de l'eau déminéralisée, ou pas, hein, et salée, surtout salée. Donc, vous plongez votre cristal dans l'eau déminéralisée et salée pendant quelques heures. Et c'est une pierre qui adore le soleil, donc vous le rechargez tout simplement en le posant au soleil le plus souvent possible. Et par contre, le nettoyage doit être fréquent. On ne fait pas le porcinet avec un cristal de roche, on le nettoie. Mais non, parce que c'est transparent, donc elle a voilà, tout force, se voit. Voilà. On ne laisse pas les doigts dessus, c'est sale. Voilà. Ça vous a plu? Super. Ouais, beaucoup. Merci. Merci Valérie. De rien. Alors maintenant, c'est l'heure de nos questions-réponses de nos auditeurs. Eh ben, on n'en a pas eu. Réveillez-vous! Réveillez-vous les enfants.
Valérie, comment on peut nous laisser des questions et des réponses? Non, pas des réponses, des questions. Des questions, donc ça serait sympa qu'on en ait. Donc vous pouvez nous les adresser sur www.lesjardinsdelasérénité.fr, sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Je l'ai bien dit? Super. Voilà, nous sommes à la fin de ce podcast. Nous tenions à vous remercier et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Bisous. Les Jardins de la Sérénité, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le avec des petites étoiles sur iTunes ou un commentaire. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur notre site www.lesjardinslasérénité.com. Vous pouvez laisser aussi vos commentaires, laisser vos impressions et par le biais des réseaux sociaux en cherchant les Jardins de la Sérénité sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt.